Je suis très heureux, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Jean-Paul Gourevitch, qui est un spécialiste des problèmes relatifs à l'immigration et un spécialiste de l'Afrique. Et il vient de publier aux éditions de l'Harmattan un ouvrage intitulé « La France en Afrique, 1520-2020 » avec un sous-titre « Vérités et mensonges », donc aux éditions de l'Harmattan. Une publication bienvenue par les temps qui courent, vous vous en doutez, alors que nous sommes assaillis par tous les délires des coloniaux ou autres. Il était nécessaire de faire le point sur cette question et de montrer clairement ce qu'avait été l'histoire des relations entre la France et un continent où elle s'est bâtie au XIXe siècle, l'empire que l'on sait. Alors Jean-Paul Gourevitch, une première question. La France en Afrique, 1520-2020. 1520, rappelez-nous. Alors, de quoi il s'agit. On va dire très honnêtement que 1520 est une date légèrement fictive pour pouvoir montrer qu'il y a 5 siècles de présence que la France est là. Ceci dit, la France a été présente en Afrique un petit peu avant, puisque il y a Cousin qui a passé le cap de Bonne-Espérance, et surtout il y a Jean Angot qui, sous François Ier, a essayé de persuader le roi de France de créer un empire colonial. Mais à l'époque, François Ier était beaucoup plus intéressé par le Canada que par l'Afrique. On a occupé pendant un certain temps les Canaries, mais ça n'a pas duré. Donc 1520, c'est simplement pour dire que ça fait à peu près 5 siècles que la France est sur place. Un projet, en quelque sorte, potentiel en direction de l'Afrique. Oui, mais déjà, on a eu, dès les années 1540, 1550, il y avait des marins qui s'étaient installés et qui cherchaient à mettre en place des comptoirs, un petit peu à la manière des Portugais. Des Portugais principalement, évidemment, dans cette région. En fait, si l'on considère les relations avec l'Afrique, elles concernent surtout l'Afrique du Nord pendant longtemps, sont des relations conflictuelles. À l'époque où on allait bombarder Alger, capitale barbaresque bien connue, les choses commencent à prendre une ampleur plus substantielle avec le XIXe siècle. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, j'ai fait une entorse à mon propre titre parce que je me suis dit qu'on ne comprendrait rien à la traite atlantique, par exemple, si on ne parlait pas de la traite arabo-musulmane. Et la traite arabo-musulmane, tout le monde le sait, ça a fait entre 11 et 12 millions de victimes, sans compter celles qu'on n'a pas dénombrées, c'est-à-dire à peu près le même nombre que la traite atlantique. Donc Petri Grenouillot dit davantage, même il parle de 17 millions. Oui, alors... Parce que c'est sur une période de temps beaucoup plus longue. C'est une période très longue, et d'autre part, il y a un chiffre gris, c'est celui de ceux qui sont morts pendant les transports ou pendant les transferts. Oui. Mais si on arrive à dire, et c'est déjà important de le dire aujourd'hui, qu'au fond, la traite arabo-musulmane et la traite atlantique ont fait à peu près le même nombre de victimes, on comprend mieux pourquoi certains Africains qui parlent de la traite atlantique et qui en parlent beaucoup, je travaille aussi avec des chercheurs africains, laissent un peu sous silence la traite arabo-musulmane, parce que comme l'avait dit l'historien Marc Ferraud, quand un Africain parle de la traite arabo-musulmane, sa plume tremble un peu. Et alors, quelle a été la part de la France dans la traite atlantique, justement? Ça, c'est un point important par les temps qui courent, alors qu'au nom de la repentance nécessaire, les accusations pleuvent contre la France. Alors, d'abord, il ne faut pas passer sous silence le fait que la France a vécu, ou qu'un certain nombre de commerçants de Bordeaux, de Nantes et autres ont vécu de ce commerce triangulaire qui était la traite atlantique. Nous n'étions pas les seuls.
Les Hollandais, les Portugais, les Danois, puis après les Anglais, etc., y ont participé aussi. Nous y avons largement participé dans la mesure où nous avions la possibilité de mettre en place un lieu où on allait recevoir ces esclaves, puisque nous disposions de Saint-Domingue et nous disposions d'un certain nombre de lieux dans les Caraïbes. Des îles à sucre. Voilà. Les îles à sucre des Antilles. Alors, ceci dit, cette traite s'est arrêtée, et là, il y a toujours une confusion qui est faite et que j'essaye de dissiper entre la traite et l'esclavage. Parce que ça n'a... Je ne veux pas dire que ça n'a pas de rapport, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'esclavage, c'est la soumission d'une personne qui n'est pas automatiquement noire à quelqu'un qui n'est pas automatiquement blanc, tandis que la traite, c'est un commerce qui vise à échanger une marchandise, si je mets le mot entre guillemets, qu'on peut nommer le noir, contre d'autres marchandises qui sont de la pacotille et qui sont des productions sucrières et des productions maraîchères. Donc, cette confusion qui est faite notamment par un certain nombre d'Africains, pas simplement au niveau du grand public, mais au niveau des chercheurs, et qui est faite aussi, et là je crois que c'est volontaire, par un certain nombre de Français, ne permet pas de comprendre comment a fonctionné la traite, parce que quand on mélange esclavage et traite, ça n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté au même moment. La traite s'arrête théoriquement, à partir de la Restauration, même si il existait une traite clandestine qui a continué, et l'esclavage est aboli en 1848, comme chacun sait. Alors, ce commerce des esclaves qui pèse tellement aujourd'hui sur la mémoire de ces relations franco-africaines, il faut rappeler quand même qu'il a été rendu possible par le fait que l'esclavage était une pratique tout à fait courante en Afrique, dans l'Afrique elle-même. Ce sont les roitelets africains esclavagistes, les royaumes africains esclavagistes qui fournissaient aux gens pratiquant le commerce triangulaire leur cargaison humaine. Oui, et on pourrait dire même de plus en plus, parce que au fur et à mesure que on avait fait le plein, en quelque sorte, des esclaves potentiels sur les côtes, il fallait aller dans l'Interland. Et les colonisateurs n'avaient pas trop envie de se risquer dans l'Interland, donc ils finançaient les roitelets africains pour qu'eux-mêmes leur amènent un certain nombre d'esclaves. Et c'est intéressant de le rappeler, évidemment, par les temps qui courent, puisque une partie des Africains eux-mêmes sont descendants de ces populations réunies dans les royaumes esclavagistes qui étaient établis sur les côtes du golfe de Guinée, pour ce qui concerne la traite atlantique. Et puis, moi, je vois, il y a beaucoup de chercheurs africains qui sont des gens tout à fait estimables et qui ne pratiquent pas la langue de bois, y compris vis-à-vis de leurs propres compatriotes, mais il y en a aussi certains que ça gêne beaucoup de parler de l'esclavage domestique comme pratique ancestrale existant en Afrique depuis très très longtemps. Bien sûr, et puis qui s'est poursuivi jusqu'à une époque très récente. Oui, vous savez, l'esclavage a été aboli en Mauritanie aux alentours des années 1980, et je me souviens, j'étais allé voir le conservateur de la maison des esclaves à Gorée, Monsieur Ndiaye, et je lui avais dit, votre exposition elle est très bien, mais vous ne parlez pas de la traite arabo-islamique, pourquoi? Il me dit, Monsieur Gourevitch, nous sommes en Afrique, ce sont des choses dont on ne peut pas parler. Alors aujourd'hui, ça, je crois, légèrement changé. Mais quand même, il y a un non-dit qui est extrêmement fort, et je suis allé voir l'exposition à Zanzibar
qui est organisé par l'UNESCO sur la traite, alors là, on n'hésite pas. Puis là, on est dans l'espace de la traite musulmane, en plein, là. Tout à fait, mais on n'hésite pas à en parler, seulement c'est l'UNESCO. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais, et alors, en dehors de cet épisode qui s'est prolongé pendant très longtemps de la traite atlantique, il y a ensuite le temps de la colonisation. Qu'est-ce que les Français vont aller chercher en Afrique? Quels ont été les moteurs qui ont fait fonctionner cette expansion coloniale française? Parce que souvent on a le sentiment d'initiative isolée, on n'a pas le sentiment d'une politique d'ensemble véritablement cohérente, mais plutôt d'épisodes successifs aboutissant finalement à la construction d'un espace gigantesque, mais finalement à l'initiative de quelques-uns, notamment quelques militaires. Alors vous avez raison sur le premier point. Il n'y a pas de politique coloniale organisée en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne avant Jules Ferry, pour être un peu réducteur et schématique. Ce qu'il y a, c'est trois choses. Il y a d'abord un certain nombre d'explorations géographiques financées par des sociétés de géographie pour reconnaître les fleuves, les points de passage, la possibilité de circuler à travers l'Afrique. Et certaines de ces expéditions ont débouché sur des vassalités où tel ou tel chef se mettait sous la protection en de quelque sorte de la France. C'est l'image du roi Makoko et de Brazza. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a une idée, qui était d'ailleurs une idée paradoxalement de gauche, qui était d'amener le progrès dans des pays qui ne le connaissaient pas. Rappelez-vous les phrases de Victor Hugo, nous sommes là pour amener le progrès dans ces pays barbares. Bon. Et puis, peu à peu, s'est fait aussi l'idée, alors, double idée. Une idée d'abord commerciale, c'est-à-dire que l'Afrique produit un certain nombre de richesses, et il serait bien que ces richesses puissent arriver en France et qu'on en ait un peu le monopole ou au moins une certaine prépondérance. Et puis, il arrive à partir de 1910, on est déjà un peu plus loin, que grâce au général Mangin, enfin au futur général Mangin, la Force Noire, l'idée que pour contrer l'Allemagne, la France n'est pas démographiquement assez forte, mais que si on ajoute les pays africains sous domination française, on va pouvoir être plus nombreux que l'Allemagne, et ça va donner, dans la guerre de 14-18, le problème qu'on a schématisé sous le nom de tirailleurs sénégalais, mais qui va bien au-delà, puisque c'est toute une partie de l'Afrique qui a participé à la guerre de 14-18. C'est toute l'Afrique occidentale, sans parler de l'Afrique du Nord, bien sûr. C'est toute l'Afrique occidentale et pas seulement, bien sûr, la région exclusivement du Sénégal. Ben non, mais on avait utilisé le terme tirailleur sénégalais parce que c'est le terme utilisé par Lyautey en 1857 quand il a fait ses premiers bataillons, en quelque sorte, par Faidherbe, excusez-moi, quand il a fait ses premiers bataillons, et c'est là d'ailleurs qu'on a vu ce cas de figure assez extraordinaire dans lequel des Africains sous domination française combattaient d'autres Africains qui étaient sous surveillance ou sous domination djihadiste. Vous avez évoqué la figure du général Faidherbe. Il faut rappeler que sa statue a été récemment vandalisée à Lille, car il fait partie, n'est-ce pas, des cibles de la fameuse cancel culture qui est en train de s'installer. Qu'est-ce que l'on peut dire justement du rôle de Faidherbe au Sénégal ?
D'abord, le Sénégal a rendu hommage à Faidherbe. Il y a des statues comme le Congo à Brazza. Voilà, il y a des statues de Faidherbe au Sénégal. Elles n'ont pas été, à ma connaissance, vandalisées pour l'instant. Et de façon générale, les autorités de ces pays font très attention de montrer que si le pays s'est construit, il s'est construit aussi, pas seulement bien sûr, mais aussi avec l'appui des colonisateurs. Alors ceci dit, il y a aussi une limite, c'est que ces pays n'hésitent pas, et on le voit très bien quand on consulte les manuels scolaires africains, ces pays n'hésitent pas à stigmatiser les massacres, les enlèvements, les situations tragiques d'un certain nombre de populations africaines sous domination française. Et c'est l'intérêt de travailler à la fois avec des Africains et avec des Français. Parce que vous avez un double regard. Et on peut faire justement, c'est aussi pour ça que je me suis consacré à ce type d'ouvrage, on peut faire la balance entre ce qu'a apporté de positif la France à l'Afrique et ce qui, au contraire, peut être considéré comme non seulement discutable, mais parfois répréhensible. Sachant que c'est la France qui a mis fin dans de nombreuses régions à l'esclavage, à la faveur de la conquête coloniale. Oui, l'esclavage aboli en France dès 1848, mais ensuite, quand en 1900 on va en finir avec Rabat au Tchad, c'est l'armée française qui, au bout du compte, clôt cette période de l'esclavage interne à l'Afrique. Alors, oui et non. Oui, objectivement, non sur un point qui est très sensible pour les Africains, c'est qu'ils considèrent que le travail forcé qui a eu lieu, notamment pendant l'entre-deux-guerres, voilà, même s'il était payé, était pour eux une forme d'esclavage camouflé. Oui, ce qu'avait stigmatisé Gide dans son retour du Congo. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Et vous avez évoqué le bilan positif de la colonisation. Qu'est-ce que vous mettez dans ce plateau de la balance? Il y a d'abord l'éducation. Même si nous n'avons pas réussi à former l'ensemble des cadres africains que je crois très objectivement un certain nombre de dirigeants français voulaient former, on a quand même, sur le plan de l'alphabétisation, sur le plan de la scolarisation, sur le plan de la promotion des diplômes, fait un très gros travail d'éducation qui était loin de correspondre aux aspirations des Africains, mais qui est indiscutable. Sur le plan de la santé, on a fait énormément de choses. Sur le plan des transports, on a permis aussi au chemin de fer, puis après aux routes, à l'avion, d'être des vecteurs en quelque sorte de la modernité. Et même sur le plan économique, où là, le bilan est beaucoup plus discutable, sur le plan économique, on a tenté plusieurs fois de faire en sorte que les Africains prennent en main, en charge, non seulement leur production, mais l'exportation et la commercialisation de leur production. Alors là, il y a une limite. C'est vrai que, on le sait très bien, un certain nombre de grandes firmes françaises ne souhaitaient pas que les Africains puissent sortir de l'exploitation de leurs matières premières pour la transformer en produits raffinés, parce qu'elles voulaient garder la mainmise sur tout le processus de transformation. Et vous dites que sur le plan économique, le bilan est plus discutable. Alors c'est sur ce terrain précis que c'est à cette chose précise que vous pensez? Alors je pense à ça, mais pas seulement. Il y a eu toute une époque où, il faut le dire comme
ça s'est produit. Il y a eu une certaine exploitation de l'Afrique par les dirigeants français, même si l'Afrique leur coûtait plus qu'elle ne leur rapportait. Mais c'était aussi une possibilité de déboucher. Daniel Lefebvre dans son livre « Cher Algérie ». Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu une exploitation. Et puis là, je dirais, la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas réussi à former les techniciens intermédiaires, techniciens, ingénieurs ou autres, capables de permettre aux Africains de passer d'une sorte d'exploitation artisanale ou de commercialisation artisanale de leurs propres produits jusqu'à un domaine qui serait non seulement industriel mais macroéconomique. Et nous avons développé un certain nombre de productions sans réfléchir toujours à non seulement ce que ça coûtait, mais à la possibilité de les commercialiser. C'est les fameux éléphants blancs sur lesquels on a beaucoup daubé, mais qui existent. Hein. Les filières coton. C'est après l'indépendance. Oui, alors c'est déjà un petit peu avant, avec le FIDES, où il y a eu des tentatives pour moderniser l'Afrique, mais qui n'ont pas toujours réussi. Et puis, après l'indépendance, et là, je pense que nous avons engagé une spirale de l'endettement dont l'Afrique n'est toujours pas sortie, et où c'est vrai qu'on était dans une époque où tout semblait aller pour le mieux. Il n'y avait pas de choc pétrolier, on pouvait prêter à très faible taux d'intérêt en pensant que l'Afrique rembourserait et que l'Afrique avait besoin d'un apport d'argent frais pour développer ses infrastructures. Et là, on a été quand même peu sérieux dans le fait de ne pas penser à long terme. On a pensé à court terme. Et puis, on a souvent cédé aux pressions amicales ou intéressées d'un certain nombre de chefs d'État africains qui voyaient dans la France une aide à la consolidation de leur pouvoir et à l'augmentation aussi de la prospérité de leurs habitants. Mais là, vous évoquez à demi-mot la France-Afrique qui se met en place après les indépendances. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle a été l'évolution sur ce terrain-là? Je crois que là, on peut... la France-Afrique, elle a existé. C'est indiscutable. Et elle a existé économiquement, militairement et politiquement. Aujourd'hui, la France-Afrique, on pourrait presque dire qu'elle est morte. Nous n'avons aucun intérêt directement sur le plan économique, il n'y en a aucun, parce que, on le sait, l'or qu'on tire du Mali ou l'uranium qu'on tire du Niger nous reviennent beaucoup plus cher que si on l'achetait ailleurs. Militairement, c'est tout le débat sur la présence française au Sahel. Est-ce que on doit partir? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit attendre? Et avec le risque d'un califat au Sahel qui exercera un pouvoir d'attraction énorme sur la jeunesse de ces pays, puis un risque de migration extrêmement importante d'un certain nombre d'Africains qui viendront en France et qui seront en quelque sorte des réfugiés politiques. Et politiquement, et c'est là le grand débat, un certain nombre de gens reprochent à la France de soutenir tel ou tel dictateur. En même temps, les mêmes personnes souhaiteraient aussi que la France intervienne pour mettre à bas un certain nombre de dictatures qu'ils considèrent, eux, comme tout à fait scandaleuses. Mais la France, sa politique, c'est pas de soutenir les chefs d'État.
c'est soutenir les États, parce que les États sont un gage de stabilité dans la région. Alors, on ne peut pas dire à la fois qu'il faut combattre Biya ou Bongo et dire aussi il faut que la France se retire du Mali ou du Niger ou autre. Il y a là une contradiction majeure dans les faits qui s'explique tout simplement parce que la politique de la France a toujours été de soutenir les États et non pas les chefs d'État, quels que soient les prévarications, les camouflages, les évasions fiscales de ces chefs d'État. Mais évidemment, des États, il faut bien le rappeler, très largement artificiels pour beaucoup d'entre eux. C'est le résultat des découpages coloniaux. On a voulu construire des États au moment des indépendances sur une base culturelle, ethnique, historique qui n'était pas au rendez-vous. Mais c'était déjà à la conférence de Berlin. Vous savez, à la conférence de Berlin, 85-86, 1885-86, on a partagé... mis en place les principes de découpage. Voilà, on a fait du découpage... on pourrait dire à la règle. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'à cette conférence de Berlin, il n'y avait que des Occidentaux. Il n'y avait aucun représentant des Africains ou quelqu'un pour dire, mais attention, là, vous tracez une ligne droite, mais vous divisez des ethnies, des religions, etc. Bon, et en fait, si on regarde bien l'histoire sur une centaine d'années, les Africains ont très peu remis en cause les frontières artificielles qui ont été tracées par la conférence de Berlin. Il y a des conflits internes dans chaque pays, mais il y a peu de conflits externes. Alors, merci beaucoup Jean-Paul Gourevitch pour tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France en Afrique 1520-2020, Vérités et mensonges, aux éditions de l'Harmattan. Et puis je signale aussi que vous venez de publier un ouvrage un peu original qui raconte une escroquerie, une arnaque et qui mêle à la fois le récit et les documents relatifs à ce dossier. C'est un ouvrage intitulé Le piège aux éditions Ovadia. Merci.